La bouquiniste Stéphanie de Lima et les contes de Tim Kerr participent cette année au quart d'heure lecture du Centre national du livre. Pour cela, nous avons choisi de vous présenter des extraits de livres qui nous ont amusés, interpellés ou tout simplement plu. Nous les partageons avec vous et vous pouvez retrouver les livres sur le stand de Stéphanie. Bonne écoute, bonne lecture. L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinités des bois, étaient venues au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé, transformé en urne de larmes amères. « Pourquoi pleures-tu » demandèrent les Oréades. « Je pleure pour Narcisse, répondit le lac. Voilà qui ne nous étonne guère, dirent-elles alors. Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. Narcisse était donc beau demanda le lac. Qui mieux que toi pouvait le savoir répliquèrent les Oréades surprises. C'était bien sur tes rives tout de même qu'il se penchait chaque jour. Le lac resta un moment sans rien dire, puis je pleure pour Narcisse parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. Voilà une bien belle histoire, dit l'alchimiste. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps, et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois une bête s'était enfuie et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir, et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. « J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente, et de nouveau s'était réveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience, comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ses moutons qui depuis 2 ans parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. Ils sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit-il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton, en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi leur lisait-il parfois certains passages des livres qu'il avait marqués, ou bien il leur parlait de la solitude, ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne, commenter les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes, par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où ils allaient arriver 4 jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente.
le commerçant possédait un magasin de tissus, et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux, pour éviter ainsi toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin, et le berger y avait amené son troupeau. « J'ai besoin de vendre un peu de laine, dit-il au commerçant. » La boutique était pleine, et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'au début de la soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. « Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres, dit une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille, qui avait le type même de la région d'Andalousie, avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants morts. « C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres, répondit le jeune berger. Ils restèrent à bavarder plus de 2 heures durant. Elle dit qu'elle était la fille du commerçant, et parla de la vie au village, où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. « Comment avez-vous appris à lire » vient demander la jeune fille. « Comme tout le monde, répondit-il, à l'école. »« Mais alors si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger ?» Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continua à raconter ses histoires de voyage, et les petits yeux mauresques s'ouvraient tout grands ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finît jamais, que le père de la jeune fille demeurât occupé longtemps encore, et lui demanda d'attendre pendant 3 jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusque-là. L'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva finalement et lui demandera de tondre 4 brebis. Puis il paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. La tempête a commencé comme toutes les tempêtes. Soudain, l'horizon bouge, les tables oscillent et les verres heurtés les uns contre les autres tintent. Le commandant, pour fêter l'arrivée prochaine en Amérique, avait organisé dans le plus grand salon du paquebot un championnat international de Scrabble. Vous savez, le Scrabble, ce jeu étrange plutôt crispant. Avec des lettres en plastique, on forme des mots rares, et plus les mots sont rares et plus ils comportent de lettres impossibles, le Z, le W, plus on marque de points. Les champions, les championnes des mots rares se sont regardés, ils pâlissaient. L'un après l'autre, ils se sont levés, ont plaqué leurs mains gauches contre leur bouche, et au pas de course ont quitté le grand salon. Je me souviens d'une petite dame proprette qui n'avait pas fait assez vite. Une matière verdâtre lui coulait entre les doigts. La honte lui dévorait les yeux. Sur les tables demeuraient les lettres blanches et les dictionnaires grands ouverts. Thomas me regardait enchanté. Un vieux reste de politesse l'empêchait d'éclater de rire. Il faut vous avouer, chère lectrice et cher lecteur, que nous n'aimons rien tant, mon frère et moi, que la très grosse mer. Chavirant les estomacs des passagers, elle vide la salle à manger, où, admirés par l'équipage stupéfait de notre appétit, nous pouvons tranquillement, lui et moi, en amoureux, festoyer. Le commandant s'approcha. « Jeanne et Thomas, vous m'épatez. On dirait de vieux capitaines. Où avez-vous appris l'océan ?» Des larmes me vinrent. Parmi mes nombreuses qualités, je sais pleurer à la demande. Hélas, monsieur, si vous connaissiez notre triste histoire. Une fois de plus, je racontai la séparation de nos parents, leur incapacité à vivre ensemble, leur sage décision de vivre chacun d'un côté de l'Atlantique plutôt que de s'injurier du matin au soir. Je comprends, balbutia le commandant compatissant. Mais vous ne prenez jamais l'avion ? Pour nous écraser au décollage comme notre grand-mère, jamais. Thomas, les dents plantées dans son poignet, parvenait difficilement à garder son sérieux. Merci papa, merci maman de nous aimer si mal. Dans une famille normale, jamais nous n'aurions tant voyagé. Cette fois, notre chère tempête ne riait pas. Au lieu d'agiter l'océan comme d'habitude, comme une maman touille l'eau du bain pour amuser son bébé, une vraie colère l'avait prise, qui montait d'heure en heure. Elle frappait notre malheureux bateau de plus en plus méchamment. Elle jetait contre lui des montagnes liquides, elle le précipitait dans des gouffres. La coque du paquebot craquait et tremblait.
comme si la peur, une peur panique malgré tout son courage, peu à peu s'emparait de lui. Jamais de ma vie, je n'avais été si secoué. Je tombais, me relevais, retombais, glissais sur le parquet, soudain pentu comme un toboggan, partout me cognait. Un coin de table m'avait entaillé la joue, je le sentais bien. Les chaos me chamboulaient l'intérieur du corps. D'un instant à l'autre, mon cœur allait se décrocher, de même que mon estomac. Sous les os de mon crâne, les morceaux de mon cerveau se mélangeaient. Rien n'est plus contagieux que la peur. Depuis longtemps, le si joyeux Stewart n'avait pas souri, ni mon futur fiancé, le lieutenant Blondinet, encore moins le cuisinier noir que notre appétit d'ogre d'habitude réjouissait tant. Il sursautait à la moindre embardée du bateau, il fermait les yeux, comme si les coups que la mer lui portait étaient reçus par eux. Ils se cramponnaient les uns aux autres, ils grimaçaient, ou peut-être priaient-ils. Je voyais trembler leurs lèvres. Une étrange faiblesse s'emparait de moi. J'étais même prête à pardonner à Thomas tout le mal qu'il m'avait fait. Quand vint notre dernière heure, vous abandonnez toute fierté. Mais tant qu'à mourir, je voulais du bon air. Par la main, je saisis mon frère, et profitant d'un bon coup de tangage, nous atteignîmes la porte qui donnait sur le pont. « Interdit !» hurla le lieutenant. « Vous allez vous faire emporter !» Ils tentèrent bien de nous retenir, mais trop tard. Le paquebot de nouveau piquait du nez vers le ciel. Pauvre équipage. C'est la dernière vision que je garde de lui. Un trio qui crie et gigote, plaqué contre une paroi blanche. Dehors, impossible de respirer. Le vent soufflait trop fort, j'étouffais. Comme un coup de poing. Il écrasait mes narines. Je croyais avoir trouvé la méthode dans les rafales. Tourner la tête. Mais le vent avait compris ma misérable manœuvre, il s'engouffrait en moi par les tympans. Je sentais sous mes cheveux comme un grand nettoyage. Tout ce que je savais, le vent me l'arrachait. Ça ressortait par l'autre oreille, mais le son d'histoire, les dates que j'avais eu tant de mal à apprendre, les verbes irréguliers anglais. Bientôt je serais tout à fait creuse et vide. Je suis assise à la table du petit déjeuner avec mon mari, Michael. L'homme qu'habituellement j'aime, chéris et adore. Sauf que je ne vais pas l'aimer, le chérir et l'adorer durant les prochaines 24 heures. Je vais détester, mépriser et arborer l'air qu'il respire parce que j'ai le SPM. J'essaye de toutes mes forces d'ignorer les bruits sonores et retentissants qu'il émet en plongeant méthodiquement sa cuillère dans un bol de céréales. Il en racle le fond avec une cuillère en métal. Ce bruit est pire que celui de 2 squelettes luttant pour sortir d'une boîte de biscuits. Je sais que j'ai le SPM. Je sais ce que c'est. Syndrome prémenstruel. Je sais pourquoi ça arrive. Je sais tout à propos du déséquilibre hormonal. Mais tout le savoir du monde n'apaisera pas l'orage terrifiant qui menace notre domicile habituellement heureux. Je sais que ça passe et que je ne peux rien contre ce que je ressens. N'empêche, ça ne supprimera pas mon envie de planter un couteau dans l'œil de Michael. Ellie, ma petite fille de 8 ans, entre dans la cuisine d'un pas nonchalant. Elle s'est fait des mèches plus foncées dans ses couettes blondes avec les produits de Sabrina, l'apprentie sorcière. Elle porte une tonne de rouge à lèvres, mais pas une once sur les lèvres. Elle se met à table avec son nouveau violon. Elle place l'archet sur les cordes. Le son qui en ressort est semblable à celui émis par des chats en train de suffoquer dans un sac. Elle n'a pris que 3 leçons et est affreusement mauvaise. J'essaye de ne pas me boucher les oreilles. « Bonjour, Boutchou, lui dit Michael. « Bonjour !» Il lui dit à elle, pas un bonjour à moi. Il a fait ça exprès, le salaud. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour me déstabiliser. Eh bien, il peut toujours essayer. Je ne vais pas proférer un seul gros mot, ni commettre une seule erreur cette fois-ci. Il ne me vient pas à l'esprit que je n'ai pas non plus spécialement couvert d'amour, d'adoration et d'affection, pas plus qu'il ne me vient à l'esprit que dans les 5 secondes, j'aurais offensé toutes les espèces vivantes autour de moi, et que je n'aurais pas la moindre idée de pourquoi. « Ellie, tu as encore fouillé dans ma trousse de maquillage. » Je rembarre la petite. Elle attend que je lui dise à quel point elle est douée au violon, mais ma grimace l'a convaincue de le ranger. Maroy n'est pas dirigé contre elle, ni même contre lui. Mais je suis impuissante, je ne peux pas me taire. La chose va faire exactement ce qui lui plaît,
et je serai à sa merci toute la journée. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est une de ces muselières. Vous savez, comme Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux. On ne devrait pas me laisser sortir de ma cage et encore moins me laisser parler. J'envisage la possibilité de prendre une forte dose de somnifère qui me fera perdre conscience en attendant qu'arrivent mes chères règles. Au mieux, Michael s'abstiendra de remplir les papiers du divorce, ce dont il m'a menacé la dernière fois. Il prétend tout le temps qu'il va quitter la maison au prochain accès de folie. Avec les regards meurtriers qu'on est en train de s'échanger en ce moment, le génocide paraît une issue plus plausible. Rien qu'au visage de Michael, je sais qu'il est conscient que c'est le jour J. Je ne peux pas supporter sa vue. Sa seule présence me dérange. Je hais cette façon qu'il a d'émettre ses petits grognements. Il a l'air gros et vieux, et je suis incapable de me rappeler la plus petite chose gentille à son sujet. En fait, je ne me rappelle même pas pourquoi je l'ai épousé. Regardez dans quel état il est. Content de lui-même. Quelle grosse truffe! Il est heureux. Il a un sacré culot. Il n'a pas le droit d'être heureux quand moi je me sens comme de la crotte de chien. Ça aussi il l'a fait pour m'ennuyer. Le coup de je suis un être humain, heureux, normal, équilibré et bien adapté. En opposition au tu es une cinglée complètement folle, tenant un ustensile de cuisine potentiellement mortel, et je fais semblant de ne pas remarquer que ma vie est en jeu. Je joue avec la poêle et décide qu'il faudrait mieux l'utiliser à bon escient, si Dieu le veut. Je fais frire des œufs et me rends compte ensuite que personne n'en mange à la maison. Je les jette avec nonchalance à la poubelle et me demande ce que je suis censé faire. Il y a tellement d'électricité dans l'air qu'on pourrait alimenter toute une ville pendant 6 mois. Ellie, regarde si tu as bien tes affaires de sport dans ton sac et enlève cette saleté de ta figure tout de suite. J'aboie. Elle grommelle quelque chose. Maintenant, j'ordonne. Un regard à la femme des cavernes aux yeux hors de leur orbite et aux cheveux en pagaille la fait déguerpir. Ellie et moi savons parfaitement que ses affaires de sport se trouvent dans son sac, mais ça n'empêche pas ma bouche de formuler l'évidence. Elle vérifie ce qu'elle sait déjà, revient sans se presser et le serre dans ses bras. Michael l'embrasse et ils se font un câlin. Ils sont en train de conspirer. Ils sont de mèche tous les deux. Je les ai démasqués. Cependant, je ne suis pas idiote. Ellie, qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner, je demande d'un ton là. Des Cheerios miel et noisettes dans le bol à fleurs avec la cuillère rose, répond-elle. Je n'arrive pas à mettre la main ni sur le bol à fleurs, ni sur la cuillère rose. Je maltraite avec fracas placards et tiroirs de la cuisine à leur recherche. Et il me vint ensuite à l'esprit qu'il les a cachés délibérément. Je suis peut-être complètement à côté de mes pompes, mais je ne suis pas stupide. Je jette brutalement sur la table un bol énorme que j'utilise habituellement pour préparer un diplomate à la cerise. Je le remplis de céréales que je noie avec le lait. Ça déborde sur les côtés, et on dirait que c'est vivant. J'y plonge une cuillère à soupe. Aucun être sain d'esprit n'osera me défier pour ça. Michael se lève. D'une minute à l'autre, il sera parti pour son gentil travail, s'assiera à son gentil bureau, parlera de gentils adultes, de gentils blondes aux formes généreuses, et passera une bonne journée. Qu'est-ce qui m'attend, moi ? Une panière pleine de linge, et les mains plongées jusqu'au coude dans l'eau de Javel pendant les 3 prochaines heures. Le point culminant de la journée sera une conversation par-dessus le mur avec la voisine, Madame Bucket. Celle dont la maison a l'air si parfaite que je suis sûr que des petits elfes viennent y faire le ménage pendant la nuit. C'est toujours reluisant de propreté, la maison parfaite à exposer pour accompagner les articles de magazines tels que Décor haut de gamme pour enfoirés bas de gamme, ou Comment vous sentir encore plus nul pour les tâches ménagères. Cette femme me sidère. La maison est un palais, une véritable œuvre d'art. Mais elle ressemble à une chose qui vient de sortir en rampant d'une benne à ordures. Elle n'a aucun goût pour s'habiller, ni aucune base en matière d'hygiène personnelle. Aucune femme n'a besoin de porter une barbe de plusieurs jours et de se balader en sentant le désodorisant pour cage d'animaux et les crottes de hamster. Et ces gosses qu'elle a, ce petit morveux de 4 ans me rend folle.
Pourquoi n'essuie-t-elle pas le nez de son môme plutôt que la table de la cuisine de temps en temps? Pourquoi ne fait-elle rien contre les 2 filets de morve verte qui lui sortent en permanence des narines? J'ignore pourquoi il se fait ce genre d'illusion chaque fois qu'il me voit approcher. Son visage s'illumine et il tend les mains avec l'air d'attendre quelque chose. Pour une raison bizarre, il semble penser que j'ai un cadeau pour lui. Oh, j'adorerais lui donner un cadeau en ce moment. Ouais, un bon coup de pied dans les... Betty, il n'y a plus de thé. La voix de Michael me fait revenir sur terre. Il est debout, à côté de moi, et ne s'est même pas encore lavé les dents. Il sent comme une usine de cornflakes et ça me rend malade. S'il m'embrasse, je vomis. Inutile de s'inquiéter. Il laisse sa phrase en suspens et nous fixons tous les deux du regard le calendrier accroché au mur. Michael a entouré le 28e jour avec un gros stylo feutre noir. Je ne trouve pas que ce soit un geste particulièrement amusant. Il n'a même pas à traverser cet enfer tous les mois. Il ignore ce que c'est que d'être une femme. Le SPM, les règles, la grossesse, la douleur de l'accouchement, les hystérectomies et finalement la ménopause et sa clémence, après lequel nous allons à toute allure vers une mort certaine. Au moins, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est un soulagement de savoir ça. Vraiment. Tu as oublié, n'est-ce pas, chuchote-t-il. Michael fait à nouveau un signe de la tête vers le calendrier. Pense-t-il vraiment que je suis assez saine d'esprit pour supporter une réflexion pareille? Tient-il au moins un peu à sa vie? Ne se rend-il pas compte que nous sommes dans la cuisine et que le couteau à découper est à portée de ma main? Comment aurais-je pu oublier, je rugis en arrachant le calendrier du mur. Quel insensible il peut être, je me dis. Je sais que j'ai le SPM, je sais que je suis dans la Lune. Il veut que je me colle une pancarte dans le dos. En orbite, serai de retour demain. Il me fixe complètement déboussolé. Il fait semblant de ne pas comprendre. Il a remarqué le couteau et mes doigts qui me démangent et qui pianotent dangereusement à côté. Je parle de... Sa voix s'éteint. Je lui lance le regard de la folle. Celui qui autoriserait n'importe quel mari à m'enfermer dans un asile d'aliénés. Il fait un pas en arrière, pris d'une terreur noire. La seule chose qui lui reste à faire, c'est brandir un crucifix devant mon visage et hurler « Sors de là! Sors de là! Qui que tu sois, je t'ordonne de quitter le corps de cette femme sur le champ !» Je ne peux pas lui en vouloir. Je me sens comme si j'étais possédé par le diable, et tous ses cousins éloignés. Je suis en proie aux tourments et aux tortures d'une force inconnue que je ne peux ni toucher ni sentir. C'est comme si quelqu'un d'autre contrôlait mon corps, mon esprit et mon âme. Il y a une force démoniaque en moi qui me dit de faire des choses inappropriées, me souffle des paroles blessantes et offensantes, me presse d'être la garce la plus vicieuse sur terre. J'espère qu'ils vont tous se casser et trouver quelqu'un d'autre à hanter. Je suis comme un zoo de personnalités multiples et il n'y a plus de place pour accueillir de nouveaux arrivants. Si ça empire d'une quelconque manière, il pourrait y avoir des morts, et je commence à prier pour que Michael comprenne sans que je lui dise et qu'il parte. Ce qu'il fait. Il s'en va, l'air triste et blessé. De quoi doit-il se sentir offensé, le gros sac d'égocentrisme qui s'apitoie sur son sort? J'entends la porte se refermer doucement, mais le bruit résonne dans ma tête comme un orchestre de cymbales pétaradante. Mon ouïe est intensifiée, et je ressens déjà cet élancement nerveux familier. Ça me fait comme si quelqu'un avait attaché un bandeau autour de ma tête et qu'il serrait de plus en plus fort. J'ai besoin d'Advil, mais je ne me rappelle plus où je les ai rangés. Ellie, à côté de moi, tirant sur ma robe de chambre. Je déteste quand elle fait ça. Quoi? Je demande avec mon irritation de se déversant. Maman, je suis en retard, et tu n'es même pas habillée, implore-t-elle. C'est vrai, je me rappelle maintenant. Je dois m'habiller. Je monte les escaliers avec lassitude et entre dans ma chambre. Une tasse sale et un magazine traînent par terre, mais je ne les vois pas. Mes yeux sont affectés comme tout le reste. On dirait un vrai dépotoir. Je ne sais pas par où commencer. Je me sens submergé. Je suis si embrouillé. J'essaye de penser à la manière dont je vais gérer tout ce que j'ai à faire, même si je sais que je n'ai pas vraiment plus à faire qu'hier.
Je ne supporte pas cette chambre dégoûtante, qui n'y a rien de dégoûtant en fait. Je me mets à la recherche d'habits. Nouveau trouble. Oh, s'il vous plaît, épargnez-moi les choix aujourd'hui. Je n'arrive pas à décider ce que je dois mettre. Mon haut de pyjama est trempé de sueur et me colle à la peau, signe que je suis en zone rouge. Je n'ai pas le courage de l'enlever. Je rêve de grimper dans mon lit dès que j'aurai déposé Ellie à l'école, et mon objectif de la journée est de faire le moins d'efforts possible. J'enfile un jean, mais la fermeture éclair ne remonte pas. J'ai habituellement l'air d'être enceinte de 3 mois, de toute façon. Mais ce matin, on dirait que j'ai dépassé la date prévue pour l'accouchement de 3 semaines. Mon estomac est gonflé et ballonné. Je retire le jean et mets un bas de survêtement noir et sale. Je regarde dans la glace et meurs de honte. Mon visage est en éruption. Je suis couverte de boutons très douloureux au toucher. Mes cheveux sont gras et mous alors que je les ai lavés hier. Je ressemble à un pudding renversé avec quelques raisins sur le dessus. J'ai l'air grasse, grosse et répugnante. Je me sens grasse, grosse et répugnante.